Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte, un monument, je dirais. C'est un ouvrage souvent cité, mais finalement assez peu lu en détail, le Système national d'économie politique de Friedrich List. Oui, Et le point de départ, il est assez explosif. Les sources le présentent vraiment comme une réfutation directe, presque une déclaration de guerre à Adam Smith. c'est ça. C'est la base intellectuelle du protectionnisme. Voilà. Notre mission, du coup, c'est d'utiliser les préfaces, celles de l'auteur et de son traducteur, pour comprendre qui était cet homme, quel est son véritable argument, et surtout, pourquoi ces idées du 19e siècle, elles résonnent si fort aujourd'hui. C'est un point absolument crucial. List, c'est celui qui remet la nation au cœur de l'économie. Hmm, À une époque où, il faut le dire, la science économique se rêvait cosmopolite, universelle quoi. d'accord. Mais, attention, faut faire attention au contresens immédiat. Son livre, c'est pas un manuel pour construire des murs et ne plus jamais les faire tomber. Ah, ce n'est pas ça. Non, c'est une théorie sur ce qu'il appelle l'éducation industrielle des nations. L'éducation industrielle. J'entends protectionnisme, je pense forteresse. Mais pour vous, c'était plus. Un camp d'entraînement temporaire. C'est exactement l'image. La protection, c'est un moyen, c'est un outil pour grandir. Le but final, et il insiste vraiment là-dessus, c'est la liberté des échanges. Ah oui, 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 mais entre égaux. Et pour y arriver, certains ont besoin de s'entraîner un peu à l'abri. d'accord. Alors, pour saisir la théorie, faut d'abord connaître l'homme. Et la vie de Friedrich List, franchement, c'est un vrai roman. Ah oui, c'est quelque chose. Il naît en 1789 en Souabe, en Allemagne, et très vite, on sent le personnage. Il déteste le métier de son père, qui est tanneur, et il se réfugie dans les livres. Il devient fonctionnaire, professeur, mais sa vraie nature, c'est celle d'un militant, un agitateur. Un agitateur économique avant tout. Son premier grand combat, c'est en Allemagne. Il faut s'imaginer l'Allemagne de l'époque, hein. C'est pas un pays unifié, Pas du tout. C'est un puzzle de dizaines de petits États. avec chacun ses frontières, ses douanes, ses taxes, et j'imagine le cauchemar logistique. Un cauchemar absolu. Pour faire passer une marchandise de Berlin à Cologne, c'était un parcours du combattant. Liszt, lui, il se bat pour créer une zone de libre-échange, à l'intérieur de l'Allemagne. Ah, c'est intéressant ça. Il fonde une association en 1819 pour ça. Et cette idée, ça deviendra le fameux Zollverein, le marché commun allemand avant l'heure. Donc, paradoxalement, à ses débuts, c'est un apôtre du libre-échange. Mais ces idées, elles dérangent. Elles sont jugées trop libérales. Il lance un journal, L'Ami du peuple de Souabe. Qui est très vite censuré, bien sûr. Évidemment, les ennuis politiques s'accumulent et il finit par devoir s'exiler. Et c'est là que tout bascule. L'Amérique. Il part pour les États-Unis en 1825. Et ce séjour américain, c'est le creuset de sa pensée. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Il observe une nation en pleine construction, Mhm. qui passe, comme il l'écrit, de l'état sauvage à l'industrie, sous ses yeux. Il voit en direct ce que les théories d'Adam Smith, elles, ne décrivent pas. Une nation jeune qui essaie de rattraper son retard. Et qu'est-ce qu'il voit concrètement? Il voit une expérience en deux temps. D'abord, après l'indépendance, les États-Unis, ils jouent le jeu du libre-échange avec l'Angleterre. Et le résultat? Le résultat, leur économie naissante est inondée de produits britanniques. C'est quasi faillite. Ah oui. Et puis, ils changent de cap. Ils instaurent des tarifs douaniers, des protections. Et là, l'industrie américaine commence à décoller. Pour List, c'est une révélation. L'Amérique, c'est son laboratoire à ciel ouvert. Et il y a aussi cet épisode qui change sa vie personnelle, un truc de film, quoi. Oui, Cet exilé politique, presque sans un sou, il se promène en Pennsylvanie et il tombe littéralement sur un gigantesque gisement de charbon. c'est incroyable. Il a l'esprit d'entreprise, il monte une société pour exploiter le filon, et ça le rend riche. D'accord. Mais surtout, ça l'amène à s'intéresser à l'infrastructure, comment on transporte tout ce charbon. Et il devient un pionnier, un promoteur acharné des chemins de fer. Il ne voit pas juste le train comme un moyen de... De baisser les coûts de transport? Bien plus que ça. Il y voit les artères d'une nation moderne. Pour lui, les chemins de fer, ça unifie le territoire, ça accélère la circulation des biens, des gens, mais aussi des idées. C'est une vision totale. C'est une vision politique, économique, bien plus large que ses contemporains qui calculaient juste la rentabilité au kilomètre. Il rentre ensuite en Europe comme consul américain à Leipzig et il continue son lobbying pour un réseau ferré allemand. Mais le destin est cruel. Oui. Une crise financière aux États-Unis le ruine.
Il se retrouve à Paris en 1837, Mhm. et c'est là qu'une opportunité se présente, un concours de l'Académie sur le libre-échange. C'est l'étincelle. Et il met sur papier 20 ans de réflexion, de voyage, d'échecs, de succès. Le mémoire qu'il rédige à la hâte, ça deviendra son chef-d'œuvre. Et il sait qu'il prend tout le monde à rebousse-poil. Ah bah ça, il le sait. Il écrit cette phrase extraordinaire à un ami goussier. Dès que mon premier volume sera fini, j'y prêcherai une économie nationale pratique, fruit de mon expérience de 20 ans, et je m'y brouillerai avec tous les savants. Et c'est qu'il est en train de dynamiter le dogme. Exactement. Quelle déclaration, hein. Il cherchait la bagarre, hein, c'est clair. Alors c'était quoi cette bombe intellectuelle qu'il allait lâcher sur l'establishment? Où est la rupture avec Adam Smith? Alors ce qui est génial, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer un détail. Il change l'objet même de l'économie politique. L'école classique, celle de Smith, elle se concentre sur ce que List appelle la théorie des valeurs. C'est-à-dire, comment on mesure, on échange la richesse qui existe déjà? Précisément. C'est une science de la richesse statique. On analyse comment les biens sont produits et changés. List arrive et il dit « Stop. L'important, c'est pas ça. C'est la théorie des forces productives. » Alors là, il faut expliquer. Force productive. Si je comprends bien, il dit qu'Adam Smith compte les œufs dans le panier, alors que lui, List, il s'intéresse à la santé de la poule qui les pond. C'est l'image parfaite. C'est exactement ça. Pour List, un pays avec 10 usines, mais le savoir-faire, les ingénieurs et les écoles pour en construire 100, est plus riche qu'un pays avec 50 usines, mais qui dépend de l'étranger pour sa technologie, son éducation. La vraie richesse, c'est le potentiel. C'est le potentiel à créer de la richesse future. Voilà. Donc ce n'est pas qu'une question de machines et d'usines en fait. Ah, pas du tout. C'est une vision, comment dire, holistique. Ces forces productives, ça inclut tout. La qualité des institutions, le système d'éducation, l'état des routes, des ports, l'harmonie sociale, même le moral de la nation. D'accord. Il a cette formule percutante. La puissance importe plus que la richesse, parce que la puissance est une force qui procure de nouveaux moyens de production. La capacité de créer est plus importante que le stock de richesses accumulées. Et pour analyser cette puissance, il change aussi d'échelle. L'économie classique, elle pense soit à l'individu, le mot economicus, soit à l'humanité entière. Une vision cosmopolite, oui. Et List dit qu'on oublie l'échelon crucial entre les deux. Voilà son deuxième coup de génie. Il affirme que l'unité d'analyse pertinente, c'est la nation. La nation. Il la définit comme l'intermédiaire entre l'individu et le genre humain. Chaque nation a son histoire, sa culture, son territoire, ses lois, et surtout, elle n'est pas au même stade de développement que ses voisines. C'est du bon sens, mais Mais l'économie de son temps l'avait complètement oubliée. c'est pour ça qu'il développe son idée de phase de développement. Il voit l'histoire économique comme une trajectoire, une sorte d'escalier que chaque nation doit monter. Oui, il schématise ça en 5 étapes. De l'état sauvage à l'état pastoral, puis agricole, ensuite le tournant décisif vers l'état agricole et manufacturier, et enfin le stade ultime, agricole, manufacturier et commercial. C'est une vision dynamique presque, Oui, biologique de la vie des nations. exactement. Et une politique économique qui est excellente pour une nation au 5e stade, comme l'Angleterre à son époque, sera un poison mortel pour une nation qui essaye de passer du 3e au 4e, comme l'Allemagne. Et c'est là qu'on arrive logiquement à sa vision du protectionnisme. Ce n'est pas un principe universel, mais un outil pour une phase précise. C'est ça, l'éducation industrielle. L'idée est simple. Une nation qui a une agriculture solide, mais une industrie balbutiante. Oui. Elle ne peut pas se développer en libre-échange total avec une superpuissance industrielle. Les usines de la nation dominante, plus efficaces, plus anciennes, inonderaient son marché et tueraient dans l'œuf toute tentative locale. La barrière douanière, c'est une sorte de couveuse. Le mot est parfait. C'est une couveuse. Mais List est très précis. Elle doit être temporaire. Ah, ce n'est pas pour toujours. Non. Une fois que l'industrie nationale a grandi, qu'elle est compétitive, il faut progressivement rouvrir les frontières, revenir au libre-échange. Sinon, les industriels nationaux, trop protégés, deviennent paresseux. Ils innovent plus. Il parle du danger de l'indolence. Le tuteur qui a aidé la plante à grandir droit finit par l'étouffer s'il n'est pas retiré. C'est tout à fait ça. Mais il y a un point qui me semble contre-intuitif, et les sources le soulignent bien. Il veut protéger les usines, mais pas les fermes. Pourquoi? C'est une excellente question, parce que c'est un point crucial et souvent mal compris de sa théorie. Pour lui, c'est parfaitement logique. D'accord. De quoi l'industrie a besoin pour décoller? De deux choses.
Des matières premières pas chères Mhm. et beaucoup de clients. Un secteur industriel national en pleine forme crée un marché local immense, stable pour les agriculteurs. Il leur offre des débouchés que l'exportation lointaine ne peut pas garantir. Donc, l'industrie est le meilleur client de l'agriculture. Exactement. Ils voient l'industrie comme la locomotive qui tire le train agricole. Protéger l'agriculture en bloquant les importations de blé ou de laine, c'est augmenter les coûts pour tout le monde, affamer les ouvriers et priver l'industrie de ses matériaux. Pour Liszt, c'est se tirer une balle dans le pied. La prospérité agricole est une conséquence de la prospérité industrielle. Voilà. Pour appuyer tout ça, il mobilise l'histoire. Et ces exemples sont redoutables. Le cas d'école, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est son obsession. Il la prend comme l'exemple parfait de sa théorie, mais à l'envers. C'est-à-dire, Il montre que cette nation, qui au XIXe siècle prêche le libre-échange au monde entier avec une ferveur quasi religieuse, est celle qui a pratiqué le protectionnisme le plus brutal de l'histoire pour arriver au sommet. Il cite l'acte de navigation, les interdictions d'importer. c'est la fameuse métaphore de l'échelle. Ouais. Il dit en substance, regardez les Anglais. Ils ont utilisé une échelle protectionniste pour grimper au sommet du mur. Maintenant qu'ils sont en haut, ils donnent un grand coup de pied dans l'échelle pour empêcher quiconque de les rejoindre, tout en leur faisant de beaux discours sur les bienfaits de la plaine. C'est une image incroyablement puissante. Il analyse aussi les échecs, comme Venise ou la Ligue hanséatique, des puissances commerciales formidables qui se sont pourtant effondrées. Leur faiblesse fatale, pour lui, c'est d'avoir été des puissances commerciales sans être de vraies nations complètes. Venise, c'était une ville-État. La Hanse, une fédération de cités marchandes. Elle n'avait pas de territoire, d'arrière-pays. Pas de vaste territoire agricole intégré, pas d'unité politique forte, c'était des têtes sans corps. Face à l'émergence de grands États-nations unifiés comme la France ou l'Angleterre, qui mariaient agriculture, industrie et commerce, leur modèle était condamné. Mais l'exemple le plus tragique, le contre-modèle absolu, c'est le Portugal et son fameux traité de Methuen avec l'Angleterre. Ah, le traité de Methuen. C'est la démonstration par l'absurde. C'est ce qu'il appelle un traité léonin, un marché de dupes. Le deal est simple, le Portugal obtient un accès privilégié pour ses vins au marché anglais. En échange, il baisse ses droits de douane sur les textiles anglais. Et le résultat? Catastrophique pour le Portugal. Son industrie textile naissante est balayée par la concurrence anglaise, bien plus avancée. Le pays se spécialise à outrance dans le vin, devient totalement dépendant de l'Angleterre et sacrifie son avenir industriel. Waouh! Un auteur anglais de l'époque cité dans les sources se vantait même que ce traité génial permettait à l'Angleterre de siphonner tout l'or que le Portugal tirait du Brésil directement vers les coffres de Londres. C'est l'exemple parfait d'un pays qui sacrifie ses forces productives pour un avantage commercial immédiat. Et illusoire. On comprend mieux pourquoi il s'attendait à se brouiller avec tous les savants. Il faisait pas dans la nuance quand il critiquait ses contemporains. Il les accusait de juste délayer Adam Smith. Sa vie a été un combat permanent. Il a lutté pour ses idées, souvent seul contre tous, tout en faisant face à d'immenses difficultés personnelles, financières. On sait que sa fin fut tragique. Il était en décalage complet avec l'orthodoxie de son temps. Si on prend un peu de recul, au-delà de la question des douanes, quelles sont ses contributions majeures, celles qui restent? On peut en retenir 4 qui sont, je pense, fondamentales. Premièrement, il a réintroduit la nationalité comme une catégorie pertinente de l'analyse économique. D'accord. Deuxièmement, il a montré que les phénomènes économiques et politiques sont inséparables. L'école classique voulait en faire des sciences pures, distinctes. Troisièmement, il a théorisé l'importance vitale de l'équilibre entre l'agriculture et l'industrie au sein d'un même territoire. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il est l'un des pères de la méthode historique en économie. Il a refusé les lois économiques absolues, valables partout, tout le temps, pour nous apprendre à penser l'économie en contexte. En somme, Friedrich List, loin d'être un simple idéologue du protectionnisme, apparaît comme un penseur incroyablement pragmatique. Oui, Sa vie, son œuvre, c'est un plaidoyer pour une idée simple mais puissante. Il n'y a pas de politique économique universelle. Chaque nation doit inventer la sienne. Et sa théorie des forces productives nous force encore à nous demander qu'est-ce que la vraie richesse d'un pays? C'est une question qui n'a pas vieilli. pas du tout. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question ouverte pour aujourd'hui, je crois. Je vous écoute? Tout l'édifice de List repose sur son idée de la nation comme intermédiaire entre l'individu et le genre humain. C'était l'échelle pertinente au XIXe siècle. Oui. Mais aujourd'hui,
À l'heure des grands blocs comme l'Union européenne, des chaînes de production mondialisées qui ignorent les frontières, on peut se poser la question, si Liszt revenait, ne dirait-il pas que l'échelle pertinente pour mener cette éducation industrielle, ce n'est plus la nation isolée, mais le continent, le bloc économique lui-même? C'est une excellente question. La question reste entière.